Allah, qui est un mot classique. Eh bien, vous allez avoir plusieurs usages de ce mot quasiment intraduisible. Et ça, c'est très très intéressant, parce que dans la conversation, on est toujours dans l'usage, la signification comme usage, et non pas la signification comme un sens postulé. Quel est le sens? C'est une très mauvaise question, quel est le sens? Mais que comprenez-vous de cet usage partagé? Donc, la sémiologie processuelle, c'est une expression de Charles Sanders Peirce, qui était un grand logicien du début du XXe siècle. Et qu'est-ce qu'il disait, Peirce? La signification est une affaire, non pas d'un signe à un objet, non. La signification, c'est affaire d'un signe à un interprétant. Rapport d'un signe à un interprétant et non pas rapport d'un signe à un objet. Il y a des situations, si je vous dis la maison là-bas est en train de brûler, il faut que vous soyez dans une situation géographique où vous pouvez voir la maison, sinon ça ne veut rien dire la maison là-bas est en train de brûler. Ça veut dire que quand vous parlez, il y a toujours, et c'est l'expression de Peirce, une latitude d'interprétation. Oui, une latitude d'interprétation qui fait que, précisément, la parole échangée se fait comprendre. Je cite sur cette question de maison brûlée Peirce. Que ce discours soit montré à tout le monde dans le village voisin et il apparaîtra que le langage par lui-même ne spécifie pas la maison. Vous dites la maison là-bas brûle. Si vous le mettez par écrit, personne ne comprend. La maison là-bas brûle. Mais la personne à qui l'on s'adresse voit où se tient le locuteur, celui qui parle, reconnaît sa droite, mot ayant un code de signification tout à fait particulier, estime la distance et regarde là et voit la maison en train de brûler. Quand vous dites il a trouvé dans la discussion, oui, il a trouvé cela très, très intéressant. Vous allez dire, c'est quoi cela? Voilà, il a trouvé cela très intéressant. J'ai trouvé cela très intéressant. Cela, comment vous allez pouvoir le déterminer? Eh bien, dans le conte Lewis Carroll, si vous n'acceptez pas cela comme quelque chose qui va sans dire, quelque chose qui est dans la conversation, toujours présupposé, comme plus de thé, si vous bloquez sur cela, vous arrêtez complètement la conversation. Et à un certain moment, le canard, il dit, cela, il a trouvé cela à propos. Ça veut dire quoi cela? Je dis, mais je ne peux pas vous expliquer. Il a trouvé cela, ce dont il est question, à propos. Il a dit, moi, cela, je ne comprends que quand je trouve un ver de terre, cela, que quand je trouve un ver de terre ou une grenouille. Mais la personne qui a trouvé cela, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Donc vous voyez, il y a un certain moment, et ça met le doigt sur l'interindividualité toujours présupposée quand vous engagez une conversation. Vous ne pouvez pas commencer de manière absolue. Vous devez toujours commencer avec un champ de présupposition. J'arrive à ma conclusion. J'aimerais bien avoir après un échange avec vous. Donc, dans la parole, il y a ce qu'on appelle, j'essaie de ne pas utiliser trop de mots techniques, mais le caractère dialogique. Dialogique, c'est-à-dire que ça traverse le logos, ça traverse le qawl, et s'il n'y a pas cette traversée du logos, il n'y a pas l'élément dialogique. Souvent, on entend aussi dialogique au sens où on est deux, mais dia en grec, c'est plutôt à travers. Et dialogique, c'est l'idée que la parole, je l'ai dit, ne m'appartient pas en propre. Elle est moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute. C'est pourquoi j'ai voulu insister sur cette phrase de Montaigne. Dans la conversation, l'organique de la voix, quelque chose d'organique, la voix, Gorgias la définissait comme le plus petit et le plus inapparent des corps. Le plus petit des corps est celui que vous ne voyez pas, le plus inapparent. Mais la voix, vous savez, c'est énorme.
nos cordes vocales sont équivalents à 100 instruments de musique. 100 instruments de musique, nos cordes vocales. Eh bien, dans la conversation, l'organique de la voix indique que la connaissance, elle n'arrive pas, est incorporée. La connaissance est quelque chose qui est complètement en nous, qui nous accompagne. Ce n'est pas quelque chose qui est détachable. Vous devenez complètement votre connaissance. C'est pour ça que l'université vous donne une autonomie extraordinaire, parce qu'elle vous donne, par la connaissance, le moyen de l'intégrer dans votre corps et d'être ça c'est très très important. Mais justement, l'organique de la voix, la conversation, vous aide à comprendre combien la connaissance est incorporée, combien nous sommes imprégnés par notre forme de vie. Imprégnés par notre forme de vie, c'est-à-dire que ce que vous dites fait partie de vous complètement. C'est pourquoi, malheureusement, j'ouvre une parenthèse, pourquoi dans les pays occidentaux, ils ont tant de problèmes avec la religion musulmane. Pourquoi? Parce que comprendre la religion musulmane, ce n'est pas lire des textes, c'est partager jusqu'à un certain degré la vie de ceux qui sont musulmans. Partager jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la possibilité d'un partage de contexte de vie, de forme de vie, vous ne comprenez pas comment l'autre est mobilisé par sa religion, et vous pensez que la religion, c'est juste ce que les partis extrémistes peuvent en faire. Or, si précisément l'islam résiste à la possibilité, à le voir complètement sali par les extrémistes, c'est parce qu'il correspond à une forme de vie depuis 15 siècles. Et cette forme de vie, pour intégrer et reconnaître cette forme de vie, il faut jusqu'à un certain degré la partager. Donc, nous sommes imprégnés par notre forme de vie, tous les petits mots logiques, mais donc, or, tous ces mots logiques, précisément, font partie de cette forme de vie. Et quand vous lisez les Biscaroles, vous vous rendez compte de l'importance de ceci, les différents fois. Je disais, l'essentiel se joue dans l'adresse vivante à l'autre. Il y a un mot en grec, apophthegme. Bon, peu importe, c'est pas pour vous faire du name dropping, de vous dire des mots comme ça. Mais apophthegme, ça veut dire quoi? C'est la parole occasionnelle que je dis ici, comme précisément ma conférence, ce lundi matin, entre 9h30 et 10h30, ça s'appelle une parole occasionnelle. Alors, la conversation valorise toujours la parole occasionnelle, par opposition à la parole dite éternelle, les propositions scientifiques, l'eau bout à 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés n'a pas le même statut que la parole occasionnelle que je fais maintenant et que font tous vos enseignants quand ils font cours. Alors ça s'appelle un apophthegme. Mais ce qui est intéressant dans le mot apophthegme, c'est que c'est un mot qui stratifie plusieurs usages que je vais vous donner. Le mot apophthegme appartient, c'est André Tournon qui développe cela dans son livre sur Montaigne, il appartient à une famille lexicale, qui a pour référent le bruit aussi bien que la parole. Apophthegme, bruit comme parole. Apophthegme veut signifier déclarer hautement dans la justice quand le juge prononce le verdict. Déclarer hautement, donc verdict oral. Ça peut être émettre un son, ça c'est apophthegme. Par exemple, un vase qui est fêlé. Ça peut être une interpellation, agit. Ça peut être une imprécation, talab. Ça peut être une plainte. Ça peut être une parole, apophthegme. Et aussi les cris d'animaux pour le son de trompette, de tonnerre, de porte qui claque. Apophthegme ramasse tout ça. Mais qu'est-ce qui fait un peu le lien
de tout ça, c'est que c'est une parole occasionnelle. À ce moment-là, la porte a claqué, apostelle. À ce moment-là, il a dit cela, apostelle. Importance, donc, vous le voyez, de l'évocation à haute voix. Et la voix, du coup, déborde la signification, et on l'entend pour elle-même, et elle devient elle-même, si je puis dire, un sujet de conversation. Dans un écrit, comment rendre compte de l'aspect vivant d'une conversation? Comment rendre compte de l'aspect vivant? C'est très très difficile. Eh bien, j'ai voulu, moi, dans mon ouvrage, m'intéresser aux écrivains oraux. Oui, il y a des écrivains oraux. C'est un écrivain oral. Un écrivain oral, parce que vous pouvez presque jouer ces pièces, ces ouvrages, ou bien et ça vous donne toute la société de discours, les dialogues de l'Ibn Mu'annasa. Donc, on peut appeler ça une polyphonie dialogique, qu'il y ait comme ça plusieurs voix qui sont enregistrées. Et Montaigne, il voulait que son ouvrage, les essais, soit dit à haute voix. Mais pourquoi? Parce qu'à haute voix, vous le voyez depuis tout à l'heure, je ne parle pas d'un point de vue monocorde, j'élève la voix, je baisse la voix, je remonte. Ça, c'est propre à la conversation, propre à la parole adressée. Mais dans le discours, quand vous lisez, comment vous allez avoir ce changement de ton? Eh bien, il a trouvé quelque chose. Mettre une majuscule au milieu d'un mot. Vous savez qu'on met la majuscule toujours après le point. Eh bien, Montaigne mettait les majuscules au milieu d'une phrase pour vous indiquer qu'il faut changer de ton. C'est une situation il raconte une guerre dans l'Antiquité où un roi égyptien voit sa fille réduite en esclavage, son fils réduit en esclavage et son esclave aussi pris par les vainqueurs. Et voilà ce que ça donne avec les majuscules en milieu de phrase. Quand il est capturé à la suite d'une bataille, il voit sa fille réduite à l'état de servante. Il se tait quoi et sans mot dire, il ne dit rien. Les yeux fixés à terre et voyant. Voilà, le et, il n'y a pas de point. Mais il y a une majuscule pour vous dire attention. Voilà. Et voyant tantôt qu'on menaça son fils à la mort, se maintint, qu'on menait son fils à la mort, se maintint en cette même contenance. Mais qu'ayant aperçu un de ses domestiques conduit entre les captifs, il se mit à battre sa tête et mener un deuil extrême. Et vous avez le mais et le et qui, en majuscule au milieu de phrase, essayent de donner à l'écriture sérielle, les ruptures de ton de la conversation. Les ruptures de ton de la conversation. Wittgenstein, je vais terminer par cela, Wittgenstein a fait de la conversation la manière même de, non seulement de faire court, mais ses ouvrages, il n'y en a qu'un publié de son vivant qu'il a écrit, tous ses ouvrages ont été collectés à partir justement des cours qu'il avait donnés. Je cite un de ses élèves, Wittgenstein n'avait ni notes ni manuscrit, il pensait devant la classe. L'impression qu'il donnait était celle d'une effrayante concentration. L'exposition conduisait généralement à une question, ça moi tout à l'heure j'aimerais bien que vous me posiez des questions, à laquelle l'auditoire était supposé suggérer une réponse. Les réponses à leur tour constituaient le point de départ de nouvelles pensées, le kurkullochewa, qui menait à de nouvelles questions. Que la discussion soit fructueuse et que le fil conducteur ne soit pas perdu de vue d'un bout à l'autre du cours, puis d'un cours à l'autre, cela dépendait dans une large mesure de l'auditoire. Si l'auditoire dort ou ne s'intéresse pas, le cours ne vaut pas grand-chose. Et ce qu'il disait précisément de Wittgenstein, de toutes les phrases que je consigne, toutes les phrases
elle dit que je vais finir par écrire, de toutes les phrases que je concilie, ce n'est jamais que la énième qui a accompli un progrès. Les autres sont comme le cliquetis des ciseaux que le coiffeur doit maintenir en mouvement pour couper une mèche au moment voulu. Quand vous êtes chez le coiffeur, vous avez déjà remarqué, avec ses ciseaux, il ne coupe pas toujours. Il est là, et paf, il coupe, et paf, et bien c'est ça. Je répète la phrase, hein, c'est très très belle. De toutes les phrases que je concilie, ce n'est jamais que la énième qui accomplit un progrès. La énième, c'est le moment du ciseau. Les autres sont comme le cliquetis des ciseaux que le coiffeur doit maintenir en mouvement. Il maintient le cliquetis des ciseaux comme ça, il ne coupe pas, mais maintenant, pour couper une mèche au moment voulu. Et ça, c'est très intéressant, c'est ça l'effrayante concentration, l'attention qu'il requise dans son cours, parce qu'il dit qu'à un certain moment arrive l'expression précisément voulue. Donc, la conversation mêle les voix avant de mêler la parole articulée. J'insiste beaucoup sur les voix. Le chemin, précisément, qu'elle oriente, prend parfois le chemin de l'homonymie pour insister sur les défis de la compréhension et non pas le partage des significations. Et ce qui compte dans la conversation, c'est attirer l'attention de l'autre et non pas la colère. Montaigne reprend de Socrate, il dit « Quand on me contredit, je suis content, je ne pique pas la colère. » Parce que quand on me contredit, on réveille mon attention plutôt que l'on me menace d'une quelconque façon. Donc, aventure de la phrase, la conversation, c'est une aventure de la phrase. Pour ces écrivains oraux, j'en ai sélectionné beaucoup. Ibn Tufayl, Tawhidi précisément, Lewis Carroll, Flaubert, bien évidemment, Montaigne complètement, Wittgenstein aussi. Tout cela précisément, je l'ai consigné dans ce livre. Parler au risque du silence, parler pour sauver l'autre, bien souvent. Tout à l'heure, je vous en parlerai dans la conversation, parce que j'ai pas dans la conversation cette fois-ci avec vous, je vous parlerai des situations de conversation comme moment vital qui sauve la vie, mais c'est si vous me posez la question, parce que là, je n'ai pas le temps dans le corps de ce développement. Donc là, parler pour sauver l'autre, fonction vitale de la conversation qui fait qu'il y a non seulement un échange de paroles, mais aussi un échange des corps. Si ça vous intéresse, je pourrais y revenir tout à l'heure. Vous avez parlé de l'hygiène diabétique. J'ai coordonné un avis pour l'Assemblée nationale française sur le don d'organes. Et d'ailleurs, c'était Toros Hassania que j'ai fait devant Sa Majesté, c'est sur le don d'organes. Et là, il y a tout un travail de conversation avec la famille qui a perdu un être proche pour le prélèvement post-mortem. Je pourrais vous en parler tout à l'heure. Une écriture précisément orale qui n'est pas un substitut de conversation, mais qui est précisément une conversation à part entière, qui permet de reprendre indéfiniment une parole. Comme la conversation, vous savez, vous ne pouvez pas, comme faire sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas effacer une parole qui est dite, elle est dite. Donc, vous ajoutez, mais vous n'effacez pas. La correction dans une conversation, ce que je voulais dire, oui, mais vous rectifiez par ajout et non pas par effacement. Et précisément, c'est ce qui fait tenir, et ça j'insiste beaucoup quand je dis manière de vivre, c'est ce qui fait tenir les individus les uns aux autres. Nous tenons par la parole, et si nous n'avons pas la parole qui nous tient ensemble, c'est le lien précisément social qui se défait. Je vous remercie. C'est pas l'heure de vous remercier, M. Ali. Vraiment, un sujet très très intéressant. عمل مميز جدا. الكتاب conversation comme manière de vivre
a été publié le mois d'octobre 2016, je crois. Il y a un an, il a été sujet de plusieurs débats. لما أذكر France Culture, deux fois, le dialogue, je crois. Radio-Canada, j'ai trouvé aussi l'enregistrement sur Internet, des dialogues avec CRU. من مونتين إلى لويس كارول، أليس في بلاد العجائب، مرورا بسان سيمون aussi, فيتغنشتاين، غوستاف فلوبان، توحيدي، الفارابي، بلوطوفيل، السي مخلوف يستكشف المحادثة عبر القرون كتمرين روحي سبيريتويال. في المحادثة المهم هو طريقة القول، الإيقاع، الريتم، الصوت، النفس، الصمت أيضا، السيلونس، الحركات. في نهاية المطاف الدرس الذي نفهمه هو أن المحادثة ليست حكمة جاهزة بقدر ما هي طريقة للحياة، طريقة للعيش. على manière de Pirado, la philosophie comme manière de vivre. La conversation aussi comme manière de vivre. هذه الفلسفة العملية اللي نسجلها اليوم. شكرا جزيلا سي علي مخلوف على هذا العرض الغني. نطمع في كرمك أيضا أنك تستمع لطلبنا والزملاء الأساتذة. شوية الوقت إذا كان شي استفسار، شي سؤال، إغناء من الزملاء الأساتذة ومن الطلبة، ممكن نفتحوا واحد اللائحة. اللغة لكن العربية العربية ممكن أسئلتكم بالعربية، ممكن بالفرنسية. L'appétit vient au mange. C'est vrai que je tiens à remercier Oussada Zorel-Lewil, directrice de notre centre de recherche au niveau de la faculté de lettres et des sciences humaines. شكرا على الحضور والدعم النشطة ديال المؤتمر. L'appétit vient au mange. الكلمة الأستاذ العكريم تفضل. C'est solennel alors. Alors, de mon côté, je vous remercie, M. Mkhlouf, pour votre intervention. Alors, j'ai une petite question, enfin, c'est une remarque, vous l'avez remarqué aussi, que la notion de conversation était thématisée justement au XVIe et XVIIe siècle. Comment vous expliquez cet intérêt et puis surtout le foisonnement des livres et des études sur l'art de plaire, l'art de la conversation, qu'on a vu un petit peu fleurir au XVIIe siècle surtout, et puis des courants qui comme celui de Pascal par exemple, qui taxe un petit peu la société civilisée, disons, la civilité, comme étant de l'hypocrisie. Parce que dans la conversation, il faut toujours prendre garde de ne pas blesser l'autre, de ne pas parler de soi, surtout, éviter de parler de soi, ça suscite la jalousie, ça suscite comment dire, du mépris de l'autre. Et donc il faut toujours choisir ces mots pour ne pas se mettre trop en valeur. Et puis plutôt mettre l'autre en valeur pour maintenir ce lien social. Est-ce que, parce que lui, il voit dans cette civilité une sorte d'hypocrisie. Et toute la société, en fait, la société civile, est basée sur l'hypocrisie. On ne dit pas la vérité pour ne pas casser les liens. Alors,
comment vous expliquez ce regain d'intérêt pour ce sujet et donc d'autres notions corollaires, l'amour-propre, le reste, on les a vus comme ça d'un coup surgir au XVIe siècle surtout. Est-ce que c'est un rapport avec l'émergence, l'avènement de la notion de sujet, par exemple, hein, le moi, etc. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Oui. Je réponds déjà à cette question très importante. Merci beaucoup. Vous avez prononcé un mot qui est au centre de mon ouvrage, c'est celui de la civilité. La conversation est totalement orientée vers la civilité. Totalement orientée vers la civilité. La civilité, vous avez raison, on peut considérer que c'est quelque chose de mou ou quelque chose d'hypocrite. Comment redonner à la civilité? Quand j'ai dit que c'était un miroir de la société, quand j'ai dit que c'était moitié les uns des autres, quand j'ai dit, sans le développer beaucoup, la réciprocité magnétique. La réciprocité magnétique, la conversation nous met en réciprocité magnétique. Ce sur quoi j'insiste, en quoi c'est de la civilité sans que ce soit de l'hypocrisie? Parce qu'on tient les uns aux autres par la parole. Et tenir les uns aux autres, c'est la civilité. Donc c'est la civilité au sens du lien que la conversation permet. Pour éviter l'hypocrisie, pour éviter les mensonges, tout ça, c'est ce que je mets sous l'appellation dans mon ouvrage, le marché de la conversation. C'est une expression de Proust, le marché de la conversation, c'est-à-dire quand on bavarde. D'ailleurs, en arabe, il y a la différence entre hadra et clam et hadra. Et bien justement, la conversation, pour moi, ce n'est pas du bavardage, c'est précisément ce lien qui se tient. Comment il peut se tenir sans se dégrader en bavardage? C'est la vraie question. C'est la vraie question, merci de l'avoir posée. Vous dites, à un certain moment, on nous apprend précisément à ne pas dire la vérité pour ne pas blesser l'autre, etc. Il y a un régime du discours, il est vrai, je ne dirais pas on ne dit pas la vérité, mais j'utiliserai une expression d'un linguiste que j'aime beaucoup, il dit tout le langage est régi par la devise, je vous les guillemets, on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. On ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des tabous, pas des interdits, mais des régimes de discours. On ne parle pas de corde à la... Si vous allez chez quelqu'un dont un proche s'est pendu avec une corde, et vous vous dites « Ah, j'adore jouer à la corde », ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est ça, on ne parle pas de corde à la... C'est pas une histoire d'hypocrisie, c'est pas une histoire de mensonge, c'est pas une histoire de cacher la vérité, c'est qu'il y a l'histoire des régimes de discursivité. Vous voyez? Et la civilité, pour qu'elle ne se dégrade pas en hypocrisie, pour qu'elle reste la civilité, elle respecte le fait qu'on ne parle pas de corde à la maison d'un pendu, et surtout, elle éveille par la contradiction. Si je vous contredis ou que vous me contredisiez, pour qu'on reste dans la civilité, il faut que mon attention soit réveillée par votre question contradictoire, mais non pas, comme vous dites si bien, mon orgueil, mon amour-propre, et que je ne prenne pas votre contradiction pour un mépris. Non, vous me contredisez pour réveiller mon attention. Et c'est pourquoi le Benini est très intéressant. Parce que vous me dites, Tibès, vous me dites purpose ou purpose, je suis complètement perdu. Vous pouvez, alors dans Alice, ça va très très loin. Vous voulez dire quoi? Je dis ce que je dis. À un certain moment, la tortue dit, je dis ce que je dis. C'est-à-dire que écouter la matérialité des mots et rester au défi de la compréhension. Alors ça, c'est pleinement la civilité, mais toujours au risque effectivement de la colère. À un certain moment, Alice avec la chenille, elle lui dit « Never lose your temper », ne perdez jamais votre sang-froid, parce que la chenille met à mal Alice, mais à mal, mais au sens de réveiller l'attention. Elle lui dit « Qui êtes-vous » Alice dit « Je ne sais pas, j'ai changé tant de fois. » Mais qui est ce jeu qui dit « J'ai changé plusieurs fois » Donc Alice est complètement perdue. Mais c'est très intéressant. C'est que se passe-t-il comme enjeu important dans une conversation et pour qu'elle reste manière de vivre.
je vous réponds sur la fin, mais il y avait aussi le début de votre question, sur le foisonnement des cercles de conversation au XVIIe siècle. Oui, c'est ce qu'on a appelé les salons, au XVIIIe siècle aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu, très vite avec la sédentarité et le développement des villes, un goût prononcé pour les débats. Et les débats, pourquoi c'est important? Vous avez raison, pourquoi c'est important au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle surtout? Parce que émergent des cités qui ont besoin d'écluser, de cribler, elles ont besoin de cribler par le discours la situation d'émergence des grandes villes. Et le débat, moi je sens au Maroc, en tous les cas où je fais beaucoup de conférences, une soif de débat très importante. Pourquoi? Parce que par le débat, on thématise ses propres besoins. Moi, j'ignore mes besoins si je ne les formule pas. Et les gens ont besoin de formuler, par le débat, le statut même de leurs besoins. Amartya Sen, le grand prix de l'économie, Nobel de l'économie en 98, il dit le drame de la pauvreté, c'est pas simplement de vivre dans la pauvreté, c'est de ne pas être instruit pour formuler ses propres besoins. La pauvreté est deux fois pauvreté de ne pas pouvoir formuler ses besoins. Arriver à formuler ses besoins, c'est déjà sortir de la pauvreté. Et c'est une forme de civilité que de pouvoir formuler sa pauvreté sans tout casser. Formuler sa pauvreté. Merci beaucoup. Il y a le temps à dire de votre ensemble de questions. Merci. كريم الأستاذ بن مقدس أستاذ فلسفة بكلية الآداب السي الجماعة كريم ما محتاجينش عاد نعرفوه أستاذنا كامل درس أفواج معنا في الكلية أستاذ مدرسة علينا أساتذة. اولا كنشكروا مسلك الفلسفه بمدينه مكناس وكنشكروا المؤسسه المحتضنه النشاط واشكر الاستاذ علي بن مخلوف على مداخلته القيمه. انا احاول ان اتحدث عن المقاربه اكثر من هو المضمون يعني هذه المداخله. ما يهمني في هذا الأمر هو كيف نوظف ما قاله الأستاذ علي في دراسة التراث الديني وأخص بالذكر النص القرآني. معلوم أن النص أولا كان يعني شفهيا مما يجعل أن مسألة المحادثة في صلبه ويجعل المعنى يعني يجعل ما هو مهم هو الفهم وليس دلالة الكلمات. بمعنى أن تفسير النص القرآني من الأولى أن يفهم في سياقه وأن يتم التركيز فيه على هرمنوطيق الفهم أكثر من تركيز على تفسير كلمات القرآن كما هو متداول في تفسير مفردات القرآن. ثم أيضا النقطة الثانية التي أشار إليها الأستاذ هو كيف أن المحادثة لا تستطيع أن تصحح بالمسح بقدر ما تصحح بالإضافة. وأعتقد أن هذه النقطة مورست في النص القرآني من خلال ما سمي بالنسخ والمنسوخ، وبالتالي مجموعة من الآيات أضيفت لتصحيح معاني. وهذا يعني إذا أخذنا القول الذي ذكره الأستاذ علي هذا يفسر لماذا يقع بعض الفقهاء في مشاكل عندما يريدون تبرير حكم الزاني المحصن، بمعنى أنهم يذكرون أن حكم الزاني المحصن هو الرجم في حين أنه لا وجود لنص على هذا الحكم.
بمعنى أن التصحيح لم يتم بالإضافة بل تم بالمسح. قول ديال الأستاذ علي هو أن تصحيح المحادثة يكون بالإضافة، والحال أن النص القرآني إذا صدقنا الفقهاء فقد تم بالمسح، بمعنى آية تتحدث عن حكم الزاني المحصن اللي هو الرجل وهي غير موجودة في القرآن، هم يقولون أنها كانت، في حين أن الآيات المذكورة في هذا الأمر إذا اعتمدنا هذه المقاربة لا حكم بالرجل، وبالتالي مجرد قول سابق. النقطة الثالثة تتعلق بالترادف، وهذه النقطة الآن هناك أبحاث حول لا وجود للترادف في النص القرآني، بمعنى أنه إذا اعتمدنا مداخلة الأستاذ علي يمكن القول أن مجموعة من التفسيرات التي تطابق بين الكتاب يعني الكتاب والقرآن ومجموعة والفرقان هي كلمات لا تحمل نفس المعنى. وهذا العمل هذا لست أدري هل الأستاذ علي يعرف أحد الباحثين اليوم هو الأستاذ محمد شحرور يتبنى هذه النظرية. وشكرا للجميع. Shukran. Merci beaucoup. Merci du prolongement que vous avez donné à mon propos en prenant le contexte du Coran. Je suis très sensible et vous m'avez écouté avec beaucoup de précision et je vous remercie. Et vraiment, ça m'éclaire aussi beaucoup. Ibn Rushd, dans Fasl al-Maqal, il dit que le sens n'est pas incrusté dans le texte sacré, mais qui se constitue dans l'adresse, et que selon les trois niveaux, le rhétorique, khataba, jadal ou al-burhan, il ne